L'année dernière, j'ai été marraine d'une start-up. J'ai eu cette chance qui a eu le prix du public. Et précédemment, j'ai été également intervenante dans des formats en fait, pour RMS Conf. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment cette joie de pouvoir changer de casquette et donc changer de posture finalement qui est un peu nouvelle pour moi. Et d'accueillir ici en fait les 3 personnes ici que vous voyez devant vous qui vont se présenter dans un instant. Alors Marcella, bonjour. Bonjour. Vas-y, je t'en prie. Peut-être, ok. Donc, chacun a un micro déjà, vous voyez. Hein. J'apprends de mon expérience. On y va. Oui, c'est super, c'est l'égalité qui marche. Donc, bonjour à tous. Tout d'abord, je vous demande de bien vouloir excuser mon français. Il y a quelques mois que j'ai commencé une expatriation ici en France. J'arrive d'Italie, je suis italienne, donc c'est pour ça que mon français ce n'est pas parfait. Donc, j'espère qu'il marche tout bien. Donc, je travaille chez BNP Paribas. Je m'occupe d'un programme, d'une offre plutôt innovante sur le développement des compétences. Et donc, je suis chef de projet de cette offre. Et on travaille sur la transformation de l'RH pour accompagner la transformation aussi des business. Est-ce que vous nous entendez bien? C'est bon? Tout est OK? Super, merci. Elena, bonjour. Bonjour, Elena Magniello. Moi, j'ai aussi un accent, malheureusement, espagnol pour le coup. Je suis DRH de Digitaleo, une PME bretonne de 70 salariés qui propose aux entreprises une solution clé en main pour leur opération commerciale. Voilà. Donc, je suis à l'entreprise depuis 5 ans et demi et je les ai rejoints pour justement les accompagner dans la croissance. Donc, avec différents enjeux et entre autres, essayer de recruter des talents partout dans le monde pour les faire rapatrier en Bretagne. Et oui, c'est possible. Merci. Bonjour Marie-France. Bonjour, donc Marie-France Delgado. J'étais précédemment plutôt dans le recrutement et la gestion de carrière plus opérationnelle et depuis peu responsable gestion des talents pour le groupe Keolis. Donc on travaille désormais sur la gestion de projets internationaux, sur l'employabilité, la fluidité, concernant l'expérience collaborateur notamment au sein du groupe. Donc tout à fait raccord avec notre thème, ça tombe bien. Très bien, merci Marie-France. Peut-être que tu peux justement enchaîner. Alors le sujet, vous voyez, il est effectivement large et il y a plusieurs angles d'approche. Oui. Augmenter le son. Ou parler plus près du micro peut-être? Comme ça? D'accord. Est-ce qu'il est possible d'augmenter le son du micro, s'il vous plaît? Est-ce que c'est mieux comme ça? Ça va mieux? Super, merci. Très bien. Oui, Marie-France. Alors, tu as parlé effectivement de l'importance de l'employabilité et la fluidité. Quels sont en fait soit les retours d'expérience ou les enjeux que tu as autour de ces sujets aujourd'hui? Alors, Keolis aujourd'hui, c'est un groupe sur la partie cadre qui affiche 16% de mobilité chez les cadres. Donc 16% de nos cadres évoluent chaque année. On est dans des recettes un peu classiques et celles que vous connaissez déjà pour faciliter l'employabilité. Aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit le thème que de faire déjà les recettes un petit peu classiques que vous connaissez déjà sur cette employabilité. Ce que je voulais apporter plutôt aujourd'hui, c'était avec l'arrivée des nouvelles technologies, plutôt des nouveaux process, des nouveaux outils, comment promouvoir encore et comment faciliter cette employabilité. Nos salariés vont effectivement faire face à un nouvel environnement. On le voit notamment dans notre groupe avec certaines filières métiers qui sont très techniques. Elles doivent désormais appréhender le digital. Elles doivent travailler désormais, je pense à la maintenance, avec des lunettes à réalité augmentée. Nos conducteurs voient l'arrivée justement des navettes sans conducteur. Il y a un environnement qui est en train de s'automatiser et de nouvelles technologies qui arrivent. Et c'est à nous, RH, justement, d'identifier les nouvelles compétences, de refaire notre cartographie de compétences, de construire le plus vite possible les nouveaux plans de carrière, de manière à valoriser ces nouveaux métiers, à sécuriser les salariés dans leur employabilité en leur montrant justement quels vont être les futurs métiers, un peu dédramatiser même parfois l'arrivée de ces nouvelles technologies pour leur employabilité et les sécuriser dans la prise en main de ces nouvelles compétences et nouvelles aptitudes. Donc c'est ce que l'on s'efforce de faire par rapport à une filière sur la filière maintenance qui est une filière pénurique et qui est en
complète transformation. Les mécaniciens d'hier ne sont plus du tout, on ne demande plus du tout les mêmes compétences lorsqu'on leur demande de travailler avec des lunettes à réalité augmentée ou sur des navettes qui intègrent énormément de capteurs. On est vraiment sur une transformation du métier et de nouvelles opportunités pour eux, mais à condition de bien les communiquer. D'accord. Et cette communication, ça passe par quel dispositif, par exemple ? Alors, on est en train de construire, et c'est à tout niveau, en interne des outils de communication, des vidéos, de reconstruire justement ces plans de carrière pour faire des témoignages aussi de personnes qui ont pu évoluer d'un métier à un autre, qui ont pu s'approprier les choses. Je pense que là, aujourd'hui, on est plus dans la communication en interne, dans un vie-ma-vie aussi possible. Il y a un retour d'expérience pour justement permettre à nos collaborateurs de voir l'étendue des possibles. D'accord, merci Marie-France, on y reviendra tout à l'heure. Marcella ou Elena, est-ce que, je ne sais pas, Elena ? Alors, ce que je constate en écoutant Marie-France, c'est que c'est très difficile d'anticiper les besoins d'une entreprise dans les années à venir parce que les métiers bougent énormément. Donc, nous, RH, on se doit de recruter déjà les bons profils qui vont s'adapter au changement et de notre côté proposer des missions plutôt que des postes. En tout cas, c'est comme ça qu'on fonctionne chez Digitaléo. Les périmètres sont de plus en plus larges, évolutifs, en fonction des besoins de l'entreprise et les collaborateurs s'adaptent, évoluent sans schéma tracé au préalable. Et ça passe effectivement par des outils de communication, par beaucoup d'accompagnement sur la personnalité, l'attitude, plutôt que des parcours de formation classiques. On favorise les coachings, par exemple. Alors Elena, quand on a échangé au préalable de ce débat, tu m'as parlé de dispositifs justement qui existent, que vous avez mis en place, qui permettent d'aller détecter, de rendre fluide, on va dire, ces évolutions en interne, en identifiant par certains de ces... Alors, dispositifs, c'est pas forcément le bon terme. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Oui. Alors déjà, on a beaucoup travaillé sur la culture d'entreprise pour essayer de détecter qui était un bon digitalien. Donc, qui nous sommes et qu'est-ce qu'on attend de quelqu'un de Digitaléo. Et ensuite, on a décliné ces valeurs en pratiques, ces pratiques en compétences et ces compétences en outils d'évaluation. Donc, on a mis en place une évaluation 360 pour évaluer les managers aussi dans ces compétences attendues chez Digitaléo. Et ces compétences, en réalité, elles vont être la capacité à innover, la capacité à amener l'équipe, le leadership, la curiosité, donc au-delà du métier technique. Et après, on a développé les 180 pour tous les autres collaborateurs. Ce sont des outils qui nous permettent d'évaluer les compétences et les potentiels des personnes. Et entre autres aussi, on a fait que les entretiens ne soient plus annuels, mais semestriels pour prendre la température de façon plus régulière. Et on a un tas d'autres outils rituels, on va dire, qui nous accompagnent tout au long de l'année pour développer ces compétences plutôt intrinsèques ou soft skills. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la mêlée, par exemple ? Qu'est-ce que c'est que la mêlée ? Alors, on a constaté que malgré tous nos efforts en communication avec des intranets, avec toute la suite Google, Pidgin et autres, la communication interservice restait quand même le sujet à travailler, comme d'habitude. Et après un séminaire, on s'est dit que le contact humain, enfin, on se dit ça à chaque fois, et dans toutes les entreprises, je pense. On s'est dit, il faut favoriser le contact humain, levez-vous de votre chaise, etc. On a mis en place un truc très, très pratico-pratique, qui est une mêlée interservice les lundis matins. Ça dure 10 minutes. Un représentant de chaque service vient avec... ces sujets du moment, il faut faire court et il faut que ces sujets aient un lien avec les autres services pour avancer et surtout notifier qu'il y a des choses qui se passent. Et puis, s'il y a un point bloquant, ils vont les traiter à part, mais il va informer l'équipe de ces points bloquants. Ça marche super bien. Après, chaque personne de chaque service va rapporter dans son équipe. Et puis, on a aussi, bien sûr, dans l'équipe R&D, des mêlées plus métiers tous les jours. Voilà. Et en quoi, en fait, ce type d'événement, en fait, favorise la fluidité ou l'employabilité chez Digitaléo ? Alors, la fluidité, c'est la fluidité dans la communication. L'employabilité, c'est dans le sens où on développe des compétences quand on doit être synthétique, avoir de l'impact face aux autres, quand on doit travailler avec d'autres secteurs, d'autres métiers. Un commercial qui parle à un développeur, c'est pas évident tous les jours. Et un marketeur en plus, voilà. Donc, ça permet de développer un certain nombre
Nouvelles compétences. Voilà, d'ouverture déjà, oui. Et pour terminer sur cette idée-là, tu nous as parlé également lors de cette préparation de talk, où finalement chacun... Alors il y a 2 formats, il y a le talk et puis n'importe qui peut devenir formateur au sein de l'entreprise, soit de manière temporaire, soit de manière peut-être plus définitive, je ne sais pas d'ailleurs. Enfin, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors c'est vrai qu'on teste pas mal d'actions pour essayer toujours de développer les compétences des collaborateurs et fluidifier la communication. Et les talks, c'est un moment où on se retrouve tous les collaborateurs une fois par mois. C'est un peu inspiré de ce qui s'est fait déjà ailleurs, notamment chez Google. Et on a décidé, enfin les talks a eu 13 ans différentes formes, mais aujourd'hui on est sur un format tous en cercle, debout. Ça prend un quart d'heure, on a un patio chez nous, donc on est tous dans les patios, et c'est questions-réponses ouvertes. Et c'est pas forcément à la direction, parce qu'on voulait aussi gommer Donc n'importe qui peut intervenir lors de ce talk avec voilà. Tous les collaborateurs qui sont présents et qui peuvent poser des questions. C'est ça. Et il y a une personne qui est identifiée pour pouvoir s'exprimer à ce moment-là, c'est ça? Pas du tout. Tout le pas monde forcément. Peut pas. N'importe qui peut s'exprimer. Et donc vous imaginez la froideur du premier talk, où personne ne parle parce qu'il n'ose pas, et en fait ça se travaille. Et au fur et à mesure, l'idée, c'est que tout le monde ose déjà libérer sa parole, poser sa parole, et avec la bienveillance, Jean-Christophe parlait bienveillance, c'est exactement ça. Voilà, il faut que chacun puisse s'exprimer. Merci, Elena. Alors, Marcella, tu gères aujourd'hui un dispositif dont j'aimerais que tu nous parles chez BNP. Oui, c'est une offre innovante, entre guillemets, pour développer les compétences, pour accélérer le développement des compétences qui se fait à travers de partnerships. Des partnerships internes, c'est-à-dire avec toutes les entités de BNP Paribas partout le monde, et pour exploiter vraiment l'écosystème, la richesse du groupe, qui c'est un groupe qui je pense que vous connaissez très bien, et aussi avec des partenariats externes, avec surtout des startups, pendant lesquels notre collaborateur, notre collègue peut faire ce parcours, donc porter ses compétences, parce qu'il y a vraiment un échange de compétences entre la startup qui a besoin aussi de travailler, d'avoir quelqu'un qui a des compétences plutôt matures, comme quelqu'un qui travaille dans une grande entreprise. Et de l'autre côté, notre collaborateur peut expérimenter, par exemple chez les startups, vraiment on va dire le changement des postures au travail, la fluidité, un peu l'agilité, toutes choses qui c'est vraiment très, très difficile pour une grande entreprise de faire une formation plutôt traditionnelle, de former les personnes à cette posture qui ce n'est pas une compétence technique, mais c'est plutôt un changement de mindset. Et ce dispositif qui vraiment, comme on dit Elena, peut nous aider un peu à anticiper, non? Parce qu'on ne travaille pas sur une formation traditionnelle avec des cours, des choses comme ça, mais on laisse la main à les personnes de partager son expérience dans l'entreprise et aussi de porter l'expérience qu'il fait dans ce parcours à son retour. Donc la chose qui c'est vraiment très intéressant, qu'il y a des personnes qui sont très engagées dans ce parcours, donc on va dire vraiment la fluidité, l'esprit d'ouverture qui fait partie aussi de ce parcours, et la capacité de les personnes qui font le parcours à partager ça avec son collègue, son manager, les RH. Donc c'est un dispositif qui vraiment nous aide tous ensemble à commencer à changer de mindset. Non? Par rapport à les compétences, par rapport au travail, qui ce n'est pas plus les postes, mais ce sont vraiment les compétences qui sont au service d'un projet, des choses à réaliser, et pas vraiment la carrière, entre guillemets, qui était plutôt dans les années passées. Alors, dans le thème du jour, on a l'égalité. Est-ce que ce dispositif a bénéficié à autant d'hommes que de femmes à ce jour ? Pour l'instant, même si c'est un dispositif, on va dire, qui est pour on ne parle pas de talent, mais on parle de ressources clés. Donc c'est ça, ce sont des ressources, clés, oui, qui ont un rôle important dans l'équipe, parce que bien sûr c'est un investissement important de côté de l'équipe, de son manager. Est-ce que c'est combien de temps en start-up? Maximum, c'est 3 mois. 3 mois. Donc 3 mois, c'est une offre très flexible, peut-être complètement full-time, peut-être full-time un
une partie part-time. Du côté RH, on suggère plutôt, parce qu'on travaille aussi avec un start-up qui est notre partenaire pour développer cette offre qui c'est Oscar H. Et on a vu qu'un mois full-time, c'est nécessaire pour vraiment sortir de sa zone de confort, changer de mindset et c'est tout. Mais on a vu que pour l'instant, parce qu'on a commencé à travailler sur ce parcours il y a un an de façon plutôt expérimentale et on va travailler on va changer sur une façon plutôt industrialisée. Mais pour l'instant, les personnes qui ont participé étaient toutes femmes. Toutes des femmes. Toutes des femmes, oui. Toutes des femmes qui peut-être on avait les bons esprits, la bonne curiosité, parce qu'on cherche de talent, c'est-à-dire de compétences techniques, mais on cherche vraiment l'énergie, l'esprit d'ouverture, la curiosité, aussi, on va dire l'humilité. L'humilité, oui, pour sortir d'une grande entreprise dans laquelle chaque matin les choses à faire, c'est ça. Et pour vraiment développer l'autonomie, poser des questions par exemple peut-être à des personnes qui ne sont là pour faire des coachs ou pour répondre parce qu'ils sont engagés, surtout dans les startups, les choses vont très vite, les choses changent beaucoup. Et donc, ce sont vraiment peut-être les femmes de notre collègue qui sont plus... ce sont les personnes qui se sont portées candidats pour commencer et pour nous aider aussi du côté RH à faire le fine-tuning de le dispositif. D'accord, ok. Et merci. Et quand ces femmes sont retournées à leur poste, à leur mission habituelle, quels ont été leurs retours d'expérience? Tu disais qu'il y avait un partage avec les RH et avec leur management. Oui, c'est vrai qu'il y a un retour physique, on va dire, parce que la personne va retourner dans son poste, mais c'est vrai qu'on garde toujours les liens avec le manager. Avec aussi du côté RH, parce que l'idée c'est vraiment, c'est pas une personne qui va partir 3 mois en mission et puis il va développer sa boîte, des choses comme ça, mais il va travailler sur un projet, développer des compétences qui sont liées à les projets, ou les prochains projets, c'est la mobilité, donc les liens c'est toujours... C'est vrai que pour RH c'est vraiment très important, à mon avis c'est la clé du succès du dispositif, c'est gérer les retours, c'est-à-dire gérer les ambitions, gérer les changements de posture, la nouvelle énergie que la personne va apporter. Et heureusement, il y a des cas de succès, donc des personnes qui ont vraiment changé aussi physiquement leur manière de se présenter, qui ont montré une grande ambition. Et du côté RH, heureusement, on a eu la possibilité de suivre ça donc, très rapidement. Donc, c'est aussi un changement de notre côté. Donc, être aussi fluide, aussi prêt à changer, à proposer de nouveaux postes, à créer des opportunités. Et ça, vraiment, dans une grande entreprise, ce n'est pas facile, non? Parce que encore, il y a des situations de poste, aussi les changements du côté manager et, à mon avis, aussi du côté RH. Les choses sont en marche, mais ce n'est pas fini. Merci Marcella, tu as beaucoup parlé de la posture et du mindset et l'importance de pouvoir être en capacité de sortir de sa zone de confort. Donc effectivement, quand on parle d'employabilité, finalement, ce que j'entends dans ce que vous avez exprimé toutes les trois, c'est que ça passe beaucoup par des situations finalement qu'on va pouvoir faire émerger, nous, dans l'entreprise, que les collaborateurs vont pouvoir saisir pour pouvoir eux-mêmes aller saisir ces opportunités de développement qui ne sont pas forcément celles qu'on attend, qui ne sont pas forcément d'ailleurs le poste en tant que tel, puisque c'est le développement peut venir finalement en amont de cette fameuse opportunité qui va permettre que les choses se déclenchent. Elena, à ce propos, en fait, j'ai compris que tu es effectivement sur une entreprise qui est digitale dans l'âme, Digitaléo, et que dans toutes ces opportunités de développement que votre cadre offre, il est arrivé donc que des personnes partent aussi pour créer la propre entreprise. Qu'est-ce que tu peux nous dire avec ça? En fait, là, on est vraiment à l'extrême de l'employabilité. Donc, on ne parle plus que de l'employabilité interne, mais également de l'employabilité de manière
transversale, hein, c'est au sens large. Donc, alors, qu'est-ce que... Je t'écoute. C'est vrai qu'on pourrait se dire que c'est la limite de l'employabilité quand on perd des collaborateurs qui partent créer leur boîte. Mais pour nous, c'est une vraie fierté, surtout qu'ils créent leur boîte souvent autour des Digitaléo. Donc, on incube 2 personnes chez nous aujourd'hui. C'est vrai que la culture de l'entreprise permet à chacun de prendre des décisions, de travailler beaucoup en mode projet, d'être responsabilisé, d'avoir des échecs. Et puis, une fois qu'ils ont fait un cycle hein, chez nous, parce que bon, aujourd'hui c'est dur de fidéliser le collaborateur pendant 30 ans. Peut-être qu'à la BNP c'est possible. Chez nous, en tout cas, nos collaborateurs ne les souhaitent pas. On a les mêmes réflexions. D'accord. Du coup, c'est une forme aussi d'accompagner les gens à la suite. Et bon, on est quand même fiers d'essayer par... Mais bon, la parole d'une RH qui dit c'est super, les gens partent, créent leur boîte, ça peut paraître bizarre, mais en tout cas, on est content d'avoir participé. C'est hyper moderne comme approche, moi je trouve que c'est très moderne. Enfin... il faut surtout savoir qu'avant de créer leur boîte, ils sont beaucoup créés chez nous aussi. Bah oui, voilà. Donc voilà, et c'est cette mentalité et c'est cette capacité à oser qu'on a pu développer chez eux et cette confiance aussi en soi. Et est-ce qu'il est arrivé, ou peut-être pas encore, que ces personnes qui créent leur entreprise reviennent, mais en tant que collaborateurs? Ou est-ce que c'est pas encore arrivé? Alors, non, mais on a eu quelques appels de pied. Ah. Mais c'est pas arrivé. D'accord, ok. Voilà. Mais pour des personnes qui souhaiteraient, par exemple, parce que là, on parle vraiment de fluidité, d'employabilité, donc qui seraient partis, auraient développé d'autres compétences, potentiellement en étant créateur de sa propre entreprise, qui apprend énormément, et qui souhaiteraient revenir, en fait, pour vous, ce serait quelque chose de jouable? Oui. Là, par exemple, j'ai pensé à quelqu'un qui est revenu pour faire un partenariat business, pour le coup. Mais en tant que salarié, pourquoi pas, si le besoin est là et que la personne est adaptée, oui. Et on a des parcours vraiment très, très différents. On a la personne qui a mis en place les CRH, n'importe quoi, j'ai pas des CRH, c'est Excel, mon ami. La personne qui a implanté Salesforce, donc un CRM pour les business, qui est allé créer sa boîte de consulting dans l'implantation des SI. Le chef de produit qui est parti créer sa boîte donc dans des logiciels. Il a créé une entreprise dans l'édition des logiciels aussi. D'accord. Ça s'appelle Wheel of Customer. On a un autre qui est parti dans l'énergie renouvelable, c'était un ingénieur avant-vente. Donc vraiment, on a un tout type de parcours. Et dans l'environnement, en fait, dont tu parlais tout à l'heure, avec vraiment ce souhait d'avoir... donc là, cette petite taille fait qu'il y a cette communication qui est possible et finalement ces opportunités de développement. Est-ce que ça a donné lieu à des mobilités, finalement, qui sont surprenantes, qu'on n'aurait pas imaginé comme ça sur le CV, entre guillemets? Oui, alors visiblement, c'est pas une particularité que des petites entreprises, parce que quand j'écoutais Marcella aussi, et même chez Keolis, enfin pas même chez Keolis, c'est propre aujourd'hui des entreprises de proposer des parcours pas que linéaires, parce que les gens n'attendent plus ça. Ils veulent apprendre, ils veulent passer d'un service à l'autre, voilà, ils sont avides de compétences et d'apprendre. Donc oui, on a des parcours un peu atypiques, mais j'ai envie de dire, qui n'a pas un parcours atypique aujourd'hui? Mais par exemple, quelqu'un qui a démarré au commerce, qui finit au marketing, plutôt que l'inverse. Qui vient d'où? Qui vient de du commerce. Du commerce et qui fait du marketing. Donc okay. Oui, voilà, et ça forcément les diplômes, mais plutôt l'approche client, l'essence du service client, ce qui est une compétence rare. Voilà, après un tas d'autres parcours différents. Merci Elena. Marie-France, oui. Pour rebondir justement sur les parcours linéaires qui existent aujourd'hui et les parcours transverses que nous nous efforçons de proposer, vous le savez, vous avez certainement le même problème que nous. On est face en tant que RH parfois à des clients internes qui sont très classiques dans leur approche et dans leur demande du candidat. Par exemple, sur un directeur de business unit, ils voudront forcément quelqu'un qui a déjà fait ses preuves dans la direction d'une business unit, dans l'exigence, un climat social un peu sensible, puisque c'est le cas dans le transport public de voyageurs par exemple, etc. Et on a du mal en tant que RH parfois à amener nos clients à sortir justement et à identifier un autre profil, une autre expérience, des aptitudes et une intelligence de situation qui permettra à ce candidat justement d'apprendre rapidement, donc aussi des capacités d'apprentissage et d'adaptation. Et donc on travaille actuellement sur un assessment center qui nous permettrait
de promouvoir auprès de nos clients internes des candidats réellement atypiques, mais qui les sécuriseraient sur la base des compétences premières, mais surtout sur des compétences qu'ils seraient en capacité de développer rapidement, et après avec un suivi sur un an, bien évidemment, pour évaluer l'acquisition justement des compétences qui étaient demandées. Alors bien évidemment, ça ne marche que si la filiale et le comité de direction autour, ou l'équipe autour, est en capacité d'accueillir une personne qui est en train de se former aussi, en capacité d'intégrer. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'on est encore dans des raisonnements parfois très classiques, on se bat contre ça d'ailleurs, et aujourd'hui on essaye de se sécuriser, alors avec des outils que vous connaissez tous, mais pour sortir justement de ces parcours un peu classiques. D'accord. De notre côté, si je peux ajouter, du côté des BNP Paribas, oui, je suis d'accord avec Marie-Hélène, on travaille vraiment dans un côté très classique, mais on cherche aussi, du côté RH, on va dire, on peut booster l'autonomie, non, la proactivité de notre client interne, de notre customer. Et par exemple, on travaille avec, on travaille avec une déclaration des compétences plutôt comme LinkedIn, et avec des algorithmes. Donc, on va utiliser aussi l'intelligence artificielle avec des algorithmes. On va proposer des offres qui sont liées à ces compétences, mais pas vraiment les compétences qu'il a développées dans son parcours chez BNP, mais toutes les compétences que la personne a pu acquérir dans son parcours de vie, on va dire comme ça. Et donc, c'est vrai qu'il y a des cas de mobilité qui peut être dans la gestion classique, un gestionnaire de ressources humaines classiques n'avait peut-être jamais proposé à cette personne et qui sont vraiment très, très, très bien passés. Donc, c'est vrai aussi que l'autonomie, la connaissance de soi-même, non, et de son énergie est quelque chose qui peut aider les personnes à sortir un peu de la carrière, de le parcours très classique. Tout à fait. Donc Marcella, effectivement, c'est un point qui est très important qu'on n'avait pas abordé jusqu'à maintenant, mais effectivement, et d'ailleurs, je pense que ça concerne, quand on parle d'égalité, autant les hommes que les femmes, c'est bien se connaître pour finalement favoriser, être soi-même acteur de sa propre employabilité, puisqu'effectivement aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, qui est en transformation, pour pouvoir être partie prenante de ce qui se passe, oui, l'entreprise propose des choses, le collaborateur lui-même doit avoir cette ouverture, doit bien se connaître pour voir quels sont les éléments sur lesquels il a des choses à apporter, et notamment par le biais de ces fameuses situations, de ces fameuses opportunités de développement qui ne passent pas uniquement par un poste au départ, mais par des situations de travail, pas forcément d'ailleurs connues d'avance, et qui vont permettre d'aller se tester sur des nouvelles compétences, ou en tout cas découvrir qu'on est soi-même capable d'aller vers autre chose qu'on n'aurait pas forcément imaginé. Et ça, enfin, j'ai l'impression, en vous entendant, que l'entreprise, bien sûr, a un rôle à jouer, mais que chaque collaborateur a finalement aussi une responsabilité pour pouvoir être dans cette fluidité du monde d'aujourd'hui, et donc bien se connaître, prendre le temps de bien se connaître, et puis être dans cette ouverture, dans cette bienveillance qu'on a beaucoup entendu. Donc effectivement, tout ne passe pas par la technologie, mais aujourd'hui la technologie, finalement, elle concerne, enfin, je cherche le terme, elle impacte, on va dire, tous les rôles, toutes les missions, et on ne raisonne pas uniquement en tant que poste, mais en tant que sur des missions. Tout à l'heure, on en parlait également avec toi, Marcella. Est-ce que vous avez d'autres exemples sur la fluidité? Alors, j'ai cru comprendre que tu préparais un événement avec des personnes qui viennent du monde entier pour les RH, et que vous aviez un petit... alors, en termes d'expérience collaborée et de fluidité, qu'il y avait quelque chose à faire là-dessus. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors là, on retourne effectivement un petit peu dans les outils de demain. Et d'aujourd'hui, pour certains. Et d'aujourd'hui, finalement, exactement, parce que c'est dès maintenant, on peut les expérimenter. Alors, je change effectivement de sujet. Donc, demain, j'organise un séminaire où nous serons 160 RH avec des internationaux. Et une problématique, c'est que certains de nos DRH, donc je pense à l'Australie ou au DRH de Boston, par exemple, n'ont pas pu être présents pour X raisons. Et à ce moment-là, on ne voulait pas perdre, on ne voulait pas que nos collaborateurs
perdent l'expérience, je dirais, de ce séminaire de 3 jours et cette occasion un peu unique de se retrouver, puisqu'on n'en fait pas tous les ans pour des raisons de budget. Et de fait, nous avons mis en place des robots, en fait, de main. Donc, ce sont des robots à hauteur d'homme, 1m70, 1m80. Et donc, Michael, par exemple, pour les États-Unis, sera donc devant son ordinateur et pourra contrôler ce robot. Donc, à la place de la tête, il y a donc un écran où on verra Michael. Et le fait que ce robot soit déjà en hauteur d'homme, il y a dans la communication et dans les échanges quelque chose qui va se passer, je dirais, au-delà des conf-calls que vous connaissez, enfin pas des conf-calls, mais des visios que vous connaissez. Et surtout, comme c'est un séminaire où il va y avoir pas mal, il va y avoir un forum animation, donc pas mal de stands à découvrir, 160 personnes, plusieurs salles, etc. Au-delà de la visio, il fallait que Michael puisse se déplacer. Et donc, ce robot est doté de 2 caméras. La première, c'est pour qu'il voit à 160 degrés l'ensemble des collaborateurs et qu'il puisse échanger avec tout le monde. Et puis, il a une deuxième caméra qui lui permet de, tout simplement, de faire évoluer ce robot, donc de diriger ce robot et d'éviter un peu tous les obstacles. C'est très maniable, c'est très facile. Il suffit que d'un ordinateur et nous, la logistique de transporter donc ces robots. C'est pas si lourd que ça, pas si complexe. Et de cette idée nous est venue d'autres choses. Donc demain, on va mettre effectivement ces robots à l'honneur. Donc non, les robots ne remplacent pas les RH, parce qu'il y a toujours un RH derrière qui a juste pas pu se déplacer, mais au moins on ne le prive pas de l'expérience de ce séminaire. Et on est en train de réfléchir à la mise en place peut-être d'un robot sur certaines plateformes, sur certaines filiales importantes. Lorsque j'ai un collaborateur, par exemple, à Boston qui s'intéresse à une opportunité aller à Dijon ou qui veut partir en Asie à Shanghai, mais on ne peut pas forcément organiser un déplacement rapidement, il peut, par ce robot, justement, visiter un atelier, visiter une filiale, visiter un environnement de travail par lui-même, à distance, et poursuivre ainsi les échanges en attendant le premier déplacement. Donc voilà, on est en train de réfléchir, c'est vraiment tout neuf pour nous, mais ces nouvelles technologies nous permettraient de gagner en fluidité, justement, en information, peut-être en projection pour certains collaborateurs ou en expérience collaborateur. Merci Marie-France, tu nous en parleras peut-être à une autre occasion. Okay. C'est intéressant le retour d'expérience de votre collègue. Très bien. Marcella, sur la dynamique de collaboration avec les startups, tout à l'heure, tu as parlé beaucoup d'ouverture. Est-ce que j'imagine que vous avez prévu de renouveler en fait cette expérience et de proposer à nouveau à d'autres personnes de votre entreprise oui, bien sûr, cette offre? Oui, c'est un dispositif, entre guillemets, qui on va continuer à proposer. On a expérimenté. Le succès, c'était vraiment un grand succès. Donc l'idée, c'est de continuer à l'utiliser, à proposer au business, parce que c'est vraiment un dispositif RH avec un contenu business. Donc aussi les startups, la sélection des startups, la sélection des projets se fait par les business, donc ce n'est pas le métier de RH. Et aussi, on va proposer ça à toutes les entités de BNP Paribas. Donc, dans le cadre de la fluidité de l'ouverture, l'idée, c'est vraiment d'aider chaque entité à développer, aussi du côté de la relation professionnelle, développer l'écosystème local. Donc, c'est pas quelque chose qui est géré seulement ici à Paris, à niveau corporate. Mais l'idée, c'est vraiment d'aider, de mettre à disposition du business quelque chose qui ce n'est pas seulement les projets ou les relations business entre les startups qui vont porter de la nouveauté, mais de donner l'opportunité à les collaborateurs aussi d'expérimenter le travail, de créer des relations très ouvertes avec une autre façon. Parce qu'à notre avis, c'est vrai que dans les grandes entreprises, on travaille beaucoup sur la transformation, sur l'accompagnement des personnes, mais c'est vrai qu'il y a une grande richesse qui est à l'extérieur et on n'a pas peur d'utiliser cette richesse et aussi
dans le cas de l'égalité, d'être en relation win-win, gagnant-gagnant pour tous les parties prenantes, bien sûr pour BNP Paribas, pour l'entreprise, pour l'entité, la personne, mais aussi pour la start-up qui peut utiliser des compétences parce que c'est vraiment une relation, on va dire, à le même niveau. On peut utiliser des compétences que la personne a développées dans une grande entreprise et qui ne sont pas seulement des compétences digitales, entre guillemets, c'est-à-dire IT, ou peut-être aussi des compétences risques, des compétences plutôt financières, des compétences de finance, des compétences de compliance, par exemple. Donc, on travaille avec des startups qui sont pas dans la, on va dire, dans la early stage, mais on travaille avec des startups qui ont déjà commencé à avoir des besoins un peu plus matures. Et alors toi, avant... Oui. Désolé, je suis gardien du... Oui. Ce serait bien, c'est de laisser les... Eh ben, avec plaisir. Merci beaucoup, Frédéric. Merci à toutes les trois. Est-ce que donc, parmi vous, il y a des questions à l'une de nos intervenantes? Pas avoir peur. Ah. Le dernier point qu'a évoqué Marcella, c'est ça qu'on n'entendait pas? Enfin, qu'est-ce qui a initié ça et comment ça se formalise, le dernier point de votre intervention? Pas très bien oui, sur l'offre, donc c'est un dispositif pour accélérer, développer les compétences de notre collaborateurs et on l'a fait avec des partenariats, des partnerships, aussi internes avec entre différentes entités, les différentes fonctions de BNP Paribas par tout le monde. Et aussi avec de partenariats externes. On a commencé avec des startups. L'idée, c'est aussi d'élargir avec des autres entreprises, même de partnerships historiques de BNP qui sont intéressés à échanger avec nous cette expérience. Merci. C'est clair? Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bonjour, j'avais une question. Bonjour. Chez BNP, vous mettez donc dans votre expérimentation, proposez à des candidats d'aller s'immerger dans d'autres environnements, mais la difficulté de quitter leur poste, comment vous le gérez en fait? Parce que je pense que ça peut être quand même un frein à la fois pour les candidats, à la fois pour les managers et oui, j'aurais bien aimé savoir comment vous arrivez finalement à convaincre pour tenter ce genre d'expérience. C'est vrai que c'est la résistance qu'on trouve toujours. On travaille sur deux axes, on peut dire comme ça, sur des leviers. La première, surtout avec les partnerships internes, c'est la réciprocité, qui c'est partie aussi de l'égalité. Donc, un manager qui laisse partir quelqu'un pour développer ses compétences, en même temps, avant, peut aussi accueillir des compétences dans son équipe. Donc, on va utiliser ça. Et on va utiliser l'autre axe, qui c'est surtout avec les startups, parce qu'on travaille sur des choses qui sont très liées à la vie de l'équipe. Donc, ce sont des projets dans lesquels l'équipe travaille. Et c'est vrai que c'est aussi pour... donc on ne parle pas de développement des compétences à long terme, mais on parle des choses qui ont vraiment un retour à très court. Donc, le manager peut vraiment apprécier la valeur ajoutée de ça. Et aussi, la sélection des startups, la sélection des projets, c'est fait avec le business. Donc, ce n'est pas une proposition RH pour développer des compétences tout court, mais c'est vraiment l'écosystème de BNP avec lequel on a déjà de relations business. Le lien business est un des facteurs clés de succès. Oui, c'est la clé parce que c'est seulement un dispositif. Non, du côté RH, on travaillait sur la partie administrative, sur la partie légale, et c'est ça. Ouais. Mais les contenus et la valeur ajoutée, c'est seulement les business qui peuvent vraiment l'apprécier. Est-ce que ça a répondu à votre question? Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public? N'hésitez pas. Oui. Bonjour. Alors c'est pour Madame de chez Keolis. Tout à l'heure, vous parliez de difficultés à convaincre finalement des directions de sortir des profils classiques dans le recrutement. Vous faites tout un travail à ce niveau-là pour essayer de les ouvrir à ça, avec un center même peut-être qui est en prévision. Moi, j'aimerais savoir quels sont les arguments
les 3-4 premiers arguments que vous sortez aux équipes pour les convaincre de tenter l'aventure finalement? Alors, question difficile. Je ne suis pas sûre qu'il y ait des arguments classiques, justement, ou un argumentaire à développer. Je crois qu'on est plus dans, par rapport aux candidats que l'on va présenter, mais surtout au diagnostic qui aura été mené dans la filiale en amont. Il faut faire alors l'audit, le mot est fort, mais en tout cas rapidement comprendre que lorsque vous avez par exemple 50 ou 100 postes de directeur de business unit à pourvoir par an, ce sont 50 ou 100 postes complètement différents, puisque à chaque fois l'environnement dans lequel ils s'inscrivent et les personnes autour d'eux présentent des caractéristiques différentes. Donc de fait, on va faire ressortir effectivement les besoins de la filiale, qui sont plus ou moins conscients de certains directeurs à moyen terme ou à long terme sur de nouvelles compétences que nous devons faire émerger. Certains N+1 justement de ces recrues ont besoin d'être sécurisés sur l'instant T puisqu'ils ont des difficultés soit commerciales, soit sociales, soit financières à redresser. Et nous, l'opportunité que nous y voyons, c'est justement à la fois de les rassurer, mais d'amener des compétences pour demain, dans 5 ans ou 10 ans. Donc à chaque fois, on va être vraiment sur un argumentaire qui va se travailler, qui va s'affiner en fonction des besoins de la filiale, de notre connaissance à force de la filière métier, de nos clients. C'est pour ça qu'il est difficile de vous répondre. Je crois que c'est plutôt au coup par coup. Et puis par la suite, capitaliser sur des retours d'expérience qui sont favorables. Et ça, c'est plus facile. Lorsqu'ils ont confiance dans certains de leurs pairs, justement, donc avec d'autres directeurs qui auraient tenté cette expérience et expérience réussie 3 ou 4 ans après, en intégrant par exemple, on l'a vu, des anciens militaires qui n'avaient pas du tout l'expérience au directeur de centre de profit et qui aujourd'hui connaissent des succès, c'est ainsi qu'on arrive à gagner des points de crédit vis-à-vis de nos filières métiers. Ça a répondu à votre question? Merci. Est-ce que, avant de clore ce débat, est-ce qu'il y a d'autres questions? Elena? Moi, j'avais un message à passer au RH. Parce que je trouve que la question de l'égalité, l'employabilité, la fluidité, finalement, ce n'est pas une question budgétaire, mais vraiment une question de développement du savoir-être des gens et qu'on peut le faire par des petits tips, par des petits rituels qui ne coûtent pas cher, mais qui sont vraiment escalables, enfin, ils sont multipliables à l'infini. Et au contraire, moins on a de budget, plus on est créatif. Et l'innovation sociale, enfin, c'est la base de l'innovation sociale, hein, de ne pas avoir trop de budget pour développer les gens autrement. Et c'est ce que, en tout cas, nos collaborateurs cherchent. Et pas un plan de formation classique aujourd'hui. C'est vrai que la transformation RH fait partie aussi, non, des choses sur lesquelles on va travailler. Ce n'est pas seulement transformer, non, les collaborateurs, les autres, mais aussi commencer la transformation du côté RH, qui c'est vraiment très important. Et le feedback, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez faire à quelqu'un. Pas cher, gratis. Et très puissant. Merci beaucoup.